Thierry, la pendule tourne, les rapports sur les partenariats PPP. Bien, donc ce sont aussi des rapports qui ont été présentés en commission numéro 3. Donc là, en l'occurrence, le PPP, c'est donc l'éclairage public. Alors, on peut voir que au niveau de l'énergie, la collectivité a réalisé 29% d'économie d'énergie. Alors ceci, c'est par rapport à l'année 1 hein, du lancement du PPP. Donc nous sommes en année 11. Au niveau maintenance, on a eu 111 dépannages cette année contre 131 l'année dernière, donc un petit peu moins de dépannage. On a eu 147 appels sur le numéro vert. L'année dernière, c'était 133. Donc, il y a un petit peu mieux au niveau des appels, mais c'est vrai que les habitants appellent très peu, tout compte fait. On a remplacé 218 lampes et on a un taux de panne de 2,7%. Donc, c'est un petit peu mieux que l'année dernière. Au niveau des travaux, donc il y a eu des travaux à l'Amiran, rue des Écoles, Fernand-Forest, rue d'Alger, rue de la Fraternité. Ensuite, au niveau des illuminations festives, donc 49 motifs lumineux en location et 83 motifs achetés. En maintenance, ça nous coûte presque 109 €. C'est un petit peu plus que l'année dernière. Au niveau des travaux, donc pour un capital de 137 474, on a 33 844 de frais financiers, donc on a un peu plus d'investissement et moins de frais, donc on a des taux d'intérêt sans doute plus attractifs. Les illuminations de Noël, fourniture et installation, presque 62 000 contre 77, presque 78 l'année précédente. En éclairage public, c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus intéressant. On a presque 279 000 €. Par rapport à l'année dernière, on était à 296 000. Alors ça, en fait, c'est les premiers effets de l'extinction de l'éclairage public. Il faut savoir que le bilan, il va d'octobre à octobre pour le PPP, puisque le marché a été lancé en octobre. Et donc, là, ça représente de l'extinction de mi-juillet jusqu'à fin septembre. Alors, énergie illumination de Noël, presque 9 800 € contre presque 19 000 l'année précédente. Donc là, on voit qu'on a beaucoup moins de consommation d'énergie. Alors, ça tient au fait qu'on a un petit peu moins de dispositifs et puis qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont tous en LED. Alors après, au niveau de l'intéressement sur l'économie d'énergie, il faut savoir que dans le cadre des économies, quand il y a des économies à ce niveau-là, il y a la moitié qui va aux délégataires et puis la moitié à la collectivité, à savoir un peu plus de 2 000 € chacun. Suivante. Oui, alors là c'est difficile. Et là passe parce qu'on ne voit rien. Ça, c'est un graphique que je trouve pas très parlant. On passe aussi. Ouais, allez, suivant. Ça, suivant aussi, on va passer à des graphiques plus intéressants. Alors en orange, c'est la puissance par point lumineux, et en bleu, c'est le tarif EDF, plus les taxes. Donc on voit qu'il y a des augmentations très fortes chez EDF.
Alors, c'est pas tant le coût de l'énergie, c'est surtout les taxes qui ont été mises en place. Le graphique suivant. Alors là, on voit l'évolution du coût de l'énergie sur le PPP. L'année 1, donc on la voit très bien, les deux lignes se croisent, hein, la bleue et la jaune. Ensuite, la bleue, c'est ce que ça aurait donné sans le PPP. Donc on voit la première année, il y a une grosse chute au niveau consommation. Bah, c'est lié aux investissements, au renouvellement du matériel qui était fait la première année. Et après, on voit que les courbes se suivent à peu près. Et on voit, donc sur cette dernière année, une chute à nouveau qui correspond au lancement de l'extinction de l'éclairage public, hein, la nuit. Suivante. Alors là, c'est le prix de l'éclairage public, le prix TTC du mégawatt. Donc en jaune, autant que je me souvienne, je vois très mal d'ici, c'est l'abonnement. Ensuite, en vert, c'est les taxes. En bleu clair, c'est la consommation. Et en bleu foncé, c'est les taxes sur la consommation. Donc on voit effectivement que à peu près vers l'année 6, il y a de grosses augmentations au niveau des taxes. Donc ce qui veut dire que si on a fait des économies, elles sont mangées par les taxes. Monsieur Barthélemy, il y a quand même un retour de certaines taxes sur la commune. Oui. Bon, ça c'est la maintenance, mais on l'a déjà vu dans les chiffres tout à l'heure, hein. Et ça c'est des illuminations, bah, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, si ce n'est que là vous avez toutes les années. Et ça donc c'est effectivement ce qu'on a lancé à partir du 24 juillet, et on a aussi donc remplacé 380 luminaires avec des LED. Voilà. Alors ensuite, normalement il n'y a pas de vote, hein, sur les rapports. Non, mais par contre, vas-y. Je m'étais posé une question, mais j'ai eu la réponse dans ce que vous avez présenté. Je me posais la question effectivement si l'économie d'énergie engendrée par l'extinction des 4 heures la nuit, oui, était bien au profit de la ville de Thiers ou était partagée avec la CIE. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. L'économie partagée, c'est celle sur les modifications sur les installations et la baisse de consommation. Oui, sur ouais. Mais ça n'a rien à voir avec l'extinction de l'éclairage public. Non, non. C'est sur la performance de l'installation, les économies qui sont faites dessus. Mais c'est pas en lien avec l'extinction de l'éclairage. Je voudrais juste prendre la parole. Bon, j'ai fait partie du groupe de suivi. Et comme quelqu'un m'a posé la question suite à l'extinction de nuit, quelles étaient les conséquences ou est-ce qu'il y avait eu des effets négatifs, je crois qu'il est important de rappeler qu'il n'y a pas eu de variation dans la criminalité ou quoi aux caisses. Au contraire, il y a moins d'incidents répertoriés la nuit, parce qu'effectivement, quand on éteint, les gens vont se coucher, en gros. Oui, alors ce qui est apparu, alors c'est-à-dire qu'il y a deux choses, hein. Il y a ce qui est délictuel, hein, comme les cambriolages, les agressions ou autres. Et le fait est que non seulement il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a eu une baisse assez forte, mais je ne crois pas une seule seconde que c'est dû à l'extinction de l'éclairage public, c'est surtout dû à l'action de nos gendarmes. Ensuite, par contre... C'est les gendarmes qui avaient dit qu'il y a moins d'incivilité. Oui, par contre, au niveau des incivilités, et là ce n'est plus du délit. Par exemple, le bruit la nuit, les gens ou les jeunes ou les gens qui font un peu du bruit sous vos fenêtres qui vous empêchent de dormir, effectivement, là ça a eu un impact très fort et il y a beaucoup moins de soucis au niveau de ces incivilités. Mais moi je ne confonds pas les incivilités avec le délictuel, c'est deux choses différentes. Voilà. Alors de ce côté-là, on a plutôt un effet positif. Voilà. Donc la seule chose qui avait pu être relevée, c'est des gens qui travaillaient de bonne heure le matin, et donc il va y avoir dès le 1er janvier des nouveaux horaires
pour ce qui concerne l'extinction de l'éclairage public. Alors je vous dis ça de tête. Pour la période hivernale, on a essayé de se caler par rapport au solstice d'hiver et au solstice d'été. Hein. Donc, ça doit être de septembre jusqu'au 15 mai, 4 heures extinction à minuit et demi et allumage 4h30 du matin. Pour ceux qui travaillent à 5 heures. C'est ça. Et c'est surtout à cette période-ci où effectivement on a plus besoin d'éclairage public. Ensuite, au niveau de l'été, donc du 15 mai jusqu'au 15 août, on éteint à 1h du matin, puisque l'été on sort plus tard le soir, c'est ce qu'on a pensé, on a tendance à plus faire la fête l'été. Donc on éteint à 1h du matin. Et puis, par contre, on éteint à 1h du matin et on ne rallume pas le lendemain matin. Puisque, non, on ne rallume pas du tout. Parce que les jours sont plus longs. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont interpellés en nous disant « Mais pourquoi vous rallumez l'été ?» Effectivement, pourquoi pas. Par contre, à partir du 15 août jusqu'au 15 septembre, on éteint toujours à 1h du matin. Mais par contre, on rallume à 5 heures parce qu'on commence déjà à avoir des jours qui sont beaucoup plus courts. Voilà. Alors, ensuite, donc la qualité de l'eau. Alors, c'est encore pour l'instant un service qui est totalement affermé pour toutes les origines d'eau et toute la distribution, c'est l'unicité de service qui est obligatoire d'ailleurs, un réseau long du barrage de la Murate aux rives de la Dore, donc 173 km 6, ça n'a pas changé, un réseau complexe comprenant 9 réservoirs et 3 étages de pression et 5094 abonnés. On a gagné 20 abonnés de plus que 2016. Diapo suivante. Donc là, vous avez le schéma de nos alimentations en eau. Hein. Donc c'est Montsauvis, les Étivaux, la Credogne qui représentent 60% de notre alimentation en eau, donc qui passe par l'usine de Chassignol. Et ensuite en dessous, vous avez les puits de Felay qui représentent 37%. Ensuite, on a... Eh ben, elle va pas si vite. Ensuite, nous avons quelques sources qui représentent pas énormément au niveau approvisionnement. 0,4% c'est les sources de Membrun et 2,5% c'est les sources de Pont-Bas. Suivant. Alors, le rendement seuil réglementaire est fixé par décret. Hein, en fait, c'est le décret fuite. Donc, le rendement de seuil, il est à 67%. Alors, ça veut dire quoi? Si on est en dessous du rendement de seuil, eh ben, ça veut dire que quand on fait des travaux, on peut ne pas avoir les subventions de l'agence de l'eau. Ce qui oblige les collectivités à travailler sur leur réseau pour les rendre performants. Donc nous, notre rendement de réseau, il est à plus de 80%, 80,1%, donc on est largement conforme. La consommation des abonnés, donc 123,48 m3 en 2017, on est en hausse depuis 3 ans. Oui, non mais c'est bon, vas-y. Ensuite, les analyses réglementaires en microbiologique, donc 97,9% conformes. On est un petit peu moins bien qu'en 2016. Et en physico-chimie, 100%. En analyse autosurveillance par notre délégataire, ils ont été 100% conformes en 2016. Au niveau investissement, donc il y a eu des travaux sur le réseau Sauvage Bitou, Croix-Rouge et Belin pour 192 000 €. Le réseau de la rue Janzé,
Donc ça fait partie du chantier où il y a eu tous les réseaux de repris et la voirie aussi. Donc là, il y a eu 129 000 euros. Le raccordement village de Membrin à loyer, 168 950. Les branchements particuliers, presque 22 000 euros. Et diverses opérations, un peu plus de 4 000. Les principaux travaux sur les ouvrages, donc diagnostic retrait d'amiante au barrage de la Murate, plus de 10 000 euros. Les captages, on a fait une étude pour les avis hydrogéologues de Felay pour nos périmètres de sécurisation. Voilà. Et on a fait des investissements sur un filtre au niveau de notre usine de traitement de Chassignol pour plus de 85 000 euros. Suivant. Alors, au niveau de la SOR, dans son contrat, renouvellement pour garantie de continuité de service, presque 2500 euros, et renouvellement fonds contractuel, 27 590, c'est-à-dire en totalité 30 000 euros hors taxe. Alors, les enjeux, donc poursuivre la procédure administrative pour la mise en place des périmètres de protection, des captages d'eau, la mise en œuvre du programme de renouvellement des réseaux, Membrin, voilà. La sécurisation du bas de la ville et le renouvellement du pré-traitement du barrage de la Murate. Alors maintenant le service d'assainissement. Nous avons 6 réseaux raccordés à des mini-stations dans les villages de Pisbeuf, Jambeau, Cartaillé, La Goutte, La Rigaudie et Tivet. Nous avons dans nos installations 26 postes de refoulement, tous équipés de télésurveillance. On a 8 désableurs et un bassin d'orage et 77 déversoirs d'orage pour 176 km de réseau, dont 40 km de réseau d'eau pluviale. Alors la station d'épuration, elle est à Sauvage-Bitou, évidemment. Alors, à vocation intercommunale, puisque on la partage avec Pente d'Or. C'est une usine réceptionnée en 2007 pour 20 000 équivalents habitants. Elle traite le phosphate et l'azote, pardon. Elle traite aussi les graisses. Traitement poussé des boues pour réduire le tonnage produit par déshydratation et séchage solaire. Et la serre a été définitivement arrêtée en 2016 pour des problèmes d'odeur. Et oui, bon, tant pis. Les volumes d'arrivée, 1 205 316 m3. Volume traité, 1 181 695 m3. Volume bipassé, ça c'est quand il y a des orages, 23 621 m3. Charge hydraulique 64%, charge polluante 33%. Production des boues, 272 tonnes de matière sèche. Voilà. La suite. Alors, le problème qu'on a sur les boues, c'est toujours les teneurs en métaux lourds, anormalement élevées, ce qui fait que nous sommes obligés de les envoyer toujours en cimenterie ou en incinérateur. Et en 2017, nous faisons des analyses bimensuelles des boues pour contrôler les teneurs en métaux lourds. Alors nous évacuons des boues en sortie de centrifugeuse 6 mois de l'année, à cause des problèmes d'odeur dans la serre solaire, et on recherche des solutions alternatives pour le séchage des boues. Alors, on renforce la police de réseau pour régulation des rejets. En 2017, on poursuit les contrôles inopinés sur les rejets d'eau usée industrielle et renforcer des contrôles sur le réseau pour sectoriser les sources de pollution.
Alors, effectivement, il y a un petit rappel, c'est que les communes ne sont pas obligées d'accepter ces effluents et ils doivent faire l'objet de conventions de rejet avec les entreprises concernées. Alors, la station d'épuration des Martinets. Alors, celle-ci, elle est exploitée par le syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy, Celle, Thiers et la Monnerie, et Paladuc. Elle a été mise en service en 1983. Elle a un équivalent habitant de 7967. Et pour ce qui concerne la collectivité de Thiers, ça concerne 280 habitants. Alors, les travaux sur le réseau d'assainissement et les ouvrages. Alors, renouvellement du réseau rue Alexandre Dumas, Janzé comme tout à l'heure, puisque ça faisait partie du chantier de réfection de la voirie et des réseaux. L'avenue Jean Jaurès, au croisement rue des Fichardies, et Croix-Rouge. Création du réseau rue Janzé avec un poste de refoulement au rond-point des Graviers pour 128 330 €. Les travaux complémentaires des Belins pour 20 452 €. Contrôle des réceptions des chantiers Les Belins et Janzé, rond-point des Graviers, 8 232 €. Et levé topo avec passage caméra pour 6 830 € et divers équipements, renouvellement de branchement, un peu plus de 13 000. Au niveau des études, études de maîtrise d'œuvre rue Janzé et avenue de la Libération pour 56 258 € et une étude diagnostique du réseau Zac, La Varenne et Geoffroy pour un peu plus, enfin presque 12 000. Pour un total, l'ensemble des travaux de 759 044 € TTC. Alors, les travaux faits par le délégataire, renouvellement pour garantie de continuité de service, presque 3 000 €, renouvellement fonds contractuel, 23 645, ce qui fait en totalité 26 643. Alors, au niveau des interventions sur réseau, le curage un peu plus de 8 km de réseau, soit 5%. Alors les perspectives, poursuivre le programme pluriannuel de travaux de renouvellement pour limiter les entrées d'eau claire, parasites et supprimer les rejets en milieu naturel. Réglementer les rejets au réseau communal d'assainissement des eaux usées, autres que domestiques, par la signature, comme je le disais tout à l'heure, des arrêtés d'autorisation et des conventions correspondantes avec les entreprises. Poursuivre les démarches de demande de raccordement auprès des habitations raccordables mais non raccordées au réseau d'assainissement. Et ensuite, poursuivre les travaux dans le cadre de projets de renouvellement urbain. Alors là, c'est un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein, c'est la facture d'un abonné pour 120 mètres cubes. Alors on prend toujours 120 mètres cubes parce que c'est ce qui permet de comparer dans l'ensemble de la France les factures. Voilà. Donc la facture 2017, c'est 4,22 € par mètre cube. Ouais. Alors, répartition des composants du prix de l'eau. Alors là, j'ai du mal. 18%, ah oui, l'État et l'Agence de l'eau. 43%, c'est l'eau. Et en orange, voilà. Oui, c'est l'assainissement. Et après, les répartitions par entité en 2017, 18%, donc c'est les taxes, 47% c'est la collectivité, et en Bordeaux, hein, c'est plutôt Bordeaux, c'est 35%. Alors, l'assainissement non collectif.
Donc on a eu 5 instructions cette année, alors que l'année dernière on en a eu 2. En 2017, oui, pardon. Les nombres d'instructions de permis de construire en assainissement non collectif, donc 7, alors qu'il y en a eu 2 l'année d'avant. Nombre de contrôles, 36 cette année, alors que l'année dernière il n'y en avait que 21. Nombre de contrôles de bonne exécution sur installation neuve ou réhabilitée, 16. Nombre de diagnostics réalisés, 5. Alors, les diagnostics, pour être en conformité avec la loi, doivent être réalisés avant le 31/12/2012. Donc, oui, nous avons quand même un certain retard, mais ça s'améliore. 362 installations ont été diagnostiquées depuis 2010. Il y en reste 16 à diagnostiquer. Depuis avril 2013, le service est en régie. En novembre 2013, nous avons pris la compétence optionnelle, ceci dans le but de faire bénéficier aux propriétaires potentiels des aides financières pour la réhabilitation de leur installation, au niveau du département et de l'agence de l'eau. Voilà, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc, ça a concerné 10 dossiers. Donc 9 dossiers auprès du conseil départemental pour un montant de 13 315 €, 10 auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de 40 417 €. Depuis le 1er janvier 2017, le transfert de la compétence à Thiers d'Or et Montagne avec signature d'une convention de gestion du service pour garantir la continuité de service public par la commune de Thiers jusqu'au 31/12/2018. Ce qui veut dire que dès l'année prochaine, ce n'est plus la compétence de la collectivité. Alors, les perspectives, accompagner les propriétaires dans les réhabilitations de leur installation, l'aide à la constitution de dossiers de demande de subvention auprès du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de l'agence de l'eau, et le transfert de compétences à TDM. Y a-t-il des compléments d'information? Y a-t-il... Là, on vote, hein, c'est un rapport qu'on vote. Y a-t-il des oppositions? Le premier, c'était une présentation. Celui-ci, il faut le voter. Il faut le voter, celui-là. Pour l'approuver. Oui. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Madame Bonnard, on arrive au bout. On arrive au bout. Oui. Alors, c'est la cession de parcelles dans la zone de Matussière. La parcelle BL 173 appartenant à la ville de Thiers est située dans le périmètre de la zone d'activité de Matussière, alors que le reste de la propriété est la propriété de TDM. Alors, 2 entreprises désirent acquérir des parcelles qui sont à cheval sur les 2 propriétés. Donc, la ville de Thiers et TDM vendront concomitamment les parcelles issues de leurs propriétés respectives, et le prix de vente de la parcelle sera de 30 €. Et on a donc dans ces 2 parcelles une partie qui est de 274 mètres carrés et l'autre qui est de 1793 mètres carrés, donc ce qui fait un peu plus de 2000 mètres carrés. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les actes de vente de la part communale des parcelles au prix de 30 € hors taxe mètre carré. Madame Bonnard, on peut savoir tout simplement le type d'activité qui va s'installer? Oui, ce sont des véhicules d'occasion. Il y a deux entreprises qui vont vendre des véhicules d'occasion. Non, c'est 2 différents. Y a-t-il des compléments? S'il vous plaît, il aurait été intéressant d'avoir les plans des parcelles concernées
joint On l'a pas là hein. à l'ordre du jour. Voilà, on en a nous, un, c'est pas très nous on les a visible. pas, donc ça, on manque de visibilité du coup. Mais bon, C'est des terrains à l'avenir. qui sont sur c'est des bouts de terrain qui sont sur Oui. Matussière, mais qui appartenaient. Il restait des morceaux de terrain qui appartenaient à la commune et des morceaux de terrain qui appartenaient À Matussière, donc, à TDM. à Tierco, donc dans le cadre du transfert. Bon, voilà. Voilà, il y a une partie. Il y a des petits bouts comme ça. C'est derrière Nose, vous voyez. Oui, voilà. Il y a MCA, vous voyez, entre MCA et Voilà, Nose. c'est ça. Il y a des bouts comme ça. Mais c'est bon. pas bien. Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arpentage à un moment donné? Est-ce que je sais pas. Enfin bon, c'est une régularisation de cette situation. Mais c'est vrai que quand on traite ce type de dossier, d'avoir les plans joints, ça. Oui, mais Ça c'est serait compliqué. bien. Moi, je les ai eu pas tout de suite. Même Après, oui, on n'est peut-être pas ultra doué, mais bon, au moins on les a. Ça, on l'a découvert quand TDM a passé les ventes et ainsi de suite. Hein, donc c'est pas. Nicole Giry. Ah oui, pardon. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Et donc les 3 derniers dossiers. Nicole. Donc oui, il y a 3 points supplémentaires qui ont été rajoutés donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc la première, c'est une décision modificative sur le budget. En fait, ça concerne le contrat de partenariat public-privé sur l'éclairage public. Tout à l'heure, vous a été présenté le rapport d'activité sur ce contrat de partenariat pour l'éclairage public. Et là, en fait, il faut savoir que ce contrat a été conclu en 2006 et pour 15 ans jusqu'en 2021. Et donc, dans ce contrat, il y avait l'obligation de réaliser des travaux d'investissement, de rénovation de l'éclairage public. Ça faisait partie du contrat. Et donc, des travaux ont été réalisés régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les travaux qui avaient été réalisés avaient été intégrés pour 1 762 450,73 € en début de contrat pour les années 2007, 2008 et 2009. Et les travaux réalisés selon le PV sont actuellement de 2 218 845,87. En fait, ce sont des travaux d'investissement qui faisaient donc partie de ce contrat. Il faut savoir également qu'il reste, autant que je me souvienne, autour de 61 000 € de travaux à réaliser, puisque dans le contrat, il y avait des travaux. 61 000 plus 105 000 de travaux non programmés. Ça faisait également, les travaux non programmés faisaient également partie du contrat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des imprévus. Donc, en fait, il reste globalement 167 000 € de travaux à réaliser. Mais par contre, quand ces travaux sont réalisés, on a le devoir de les intégrer dans l'actif. Voilà. Alors, c'est le but. Donc, en fait, ce sont des écritures budgétaires. Donc, on les écrit en dépenses et en recettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que également la dette faisait partie du contrat. Il faut savoir qu'on réembourse tous les ans 180 000 € de capital. Voilà. Et donc, c'est pour ces travaux-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Une petite question, pourquoi on s'arrête à 2016 et qu'on ne met pas 2017 dedans? Parce qu'on ne les a pas encore. On n'a pas encore les procès-verbaux. On ne les a pas encore. Ah bon? Voilà. On n'a pas encore les procès-verbaux. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. La deuxième. Alors, la deuxième modification, pardon, je vais la mettre. C'est ça? Voilà. Si, c'est ça. C'est ça. En fait, la deuxième modification concerne les versements à des associations. Les subventions à Actipol, à Passerelle et à Inserfac. Il faut savoir que au départ, on devait avoir des prestations avec ces associations. Et en fait, ces prestations sont transformées en subventions. C'est pour ça que quand vous regardez la colonne en bas, la ligne tout à fait en bas, 65-74, subventions de fonctionnement aux associations, vous retrouvez 127 500
euros, parce qu'en fait, au lieu de verser en prestation, on va le verser directement en subvention. Donc, il y aura pour Actipol 96 000 euros, Passerelle 16 500 euros et Inserfac 15 000 euros. Il faut savoir qu'à cela s'ajoutent les subventions traditionnelles au niveau du contrat de ville. Donc, on retombe sur nos chiffres traditionnels. Donc, quand on rajoute le contrat de ville, il n'y a pas de souci. Actipol donc aura 96 000 euros parce qu'il y a 80% qui sont versés en 2018 et le total c'était 120 000 euros. Voilà. Et pour Passerelle, ils auront bien les 31 500 euros, mais parce qu'il y a 15 000 euros dans le contrat de ville, donc c'est sur une autre ligne budgétaire, et 16 500 en subvention. Et 40 000 euros pour Inserfac. Donc là, c'est pareil, 25 000 prévus dans le contrat de ville et 15 000 en subvention. En fait, ce sont des écritures budgétaires pour transformer les prestations qui étaient prévues initialement. C'est pour ça que quand on regarde, on a entretien de terrain, on baisse les crédits, 45 000 euros, parce qu'on diminue les prestations, on les transforme en subvention. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu complexe à digérer, mais c'est comme ça. Il y a les conventions qui précisent. Oui. Voilà. Y a-t-il des interrogations? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Et le dernier. Voilà. Donc en fait, oui, c'est pour notre percepteur, Monsieur Cabane, qui est parti en retraite. Et donc, il est parti en retraite donc, au 1er mars 2018. Et de ce fait-là, il faut quand même qu'on lui attribue une indemnité pour le premier trimestre, parce que ça n'avait pas été fait, puisque maintenant c'est M. Masson qui est le nouveau trésorier, mais avant c'était M. Cabane pour le premier trimestre. Donc on vous propose de bien vouloir lui accorder cette indemnité de conseil, comme on a fait l'autre jour, au taux de 75%. Voilà. C'est que pour, pour le premier trimestre. 2 mois. Après, la deuxième ligne, là. Préciser que la présidente demeurera valable. Ah oui, oui, non, mais... Ça n'a pas lieu d'être, ça, bah, je trouve que oui, c'est... Il faut le supprimer. Disons que ce sont les textes qui disent qu'on peut... Les textes disent qu'on peut voter entre 0 et 100%, et nous, on vous propose 75%. Oui, voilà. Enfin, vous connaissez notre position. Voilà, oui, on en avait déjà parlé l'autre fois. Beaucoup de communes le suppriment, ça, maintenant. Oui, mais bon, je pense que c'est un travail, on a besoin de notre trésorier. De toute façon, si je me rappelle bien, c'est la dernière fois que nous verrons ce chiffre de 75%. Oui. TDM a voté 100%. Non, non, mais... Bien, y a-t-il des oppositions? Mais quand ils ont voté ça, vous avez dit que vous étiez plutôt pour 100% ou 75%? Non, non, moi en bureau, parce que bon, que ça soit en rencontre avec le président, de TDM, puisque les bureaux communautaires et les conseils communautaires sont préparés entre le président et moi, entre autres, voilà, le sujet a été abordé, et puis quand ça a été voté en conseil communautaire, vous avez des élus qui avaient voté contre, voilà, et qui ont voté pour, voilà, suivant dans l'instance où on est, voilà. Donc, moi, j'avais fait part. Comment? De nous, on n'a pas voté différemment à Pierre et à Julien? Oui. Ah non. Oui, ben alors je peux revenir là-dessus, mais enfin les votes aussi, parce que vous avez voté pour 75% ici et 100% en TDM, donc vous n'avez pas fait le même vote. Moi je me suis abstenu aux deux endroits, mais bon voilà, donc même si Jackie s'est pas abstenu là-haut, moi, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté la même chose. Non, j'ai pas cité quoi, j'ai dit, il y a des... Voilà. Ben, tous les élus de tiers ont fait ça, sauf 3. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Vous êtes d'accord? Alors, voilà, c'est pour ça. Par rapport à ce que Alors, combien d'abstentions? 1, 2, 3, 4, 5... Allez, 6. 6 abstentions. 6 abstentions, merci. Voilà, l'ordre du jour est clos. Y a-t-il parmi les conseillers des questions diverses? Oui. Ah, pardon. Non, mais j'ai toujours la même question. L'ancien hôpital.
Alors, la première fois, la personne était hospitalisée. La seconde fois, vous avez des documents que vous ne vouliez pas nous les montrer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, chaque conseil, vous nous refaites l'historique. Donc, je peux vous dire que c'est un dossier qui suit son cours. Voilà. Et vous saurez... vous aurez les éléments, je m'y suis engagé. Je peux vous dire que ce matin, nous avions encore une rencontre avec les porteurs de projets. Les choses avancent, ils analysent les différents éléments, et lorsque les choses seront construites et puis fermes et définitifs, vous aurez l'information. Il y a longtemps que vous n'êtes pas passé, parce que les tyrans, ça fait un bout de temps qu'ils y sont. Claude, je voulais revenir sur le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 5 novembre. Sur un point, c'était sur les ouvertures dominicales. J'ai posé la question au premier adjoint, à savoir si les syndicats de patrons et d'employés ont été concertés. Le premier adjoint a répondu publiquement que cela avait été fait. Et je me suis permis quand même de me renseigner. Et effectivement, une lettre a été envoyée. Donc, par contre, on ne parle pas de concertation. La lettre, la CFDT, l'Union départementale, service, l'a reçue le jour du conseil municipal. Donc, ils ne pouvaient déjà pas vous répondre. Et j'ai la réponse de la CFDT qui a été faite du coup tout de suite derrière, qui elle s'oppose aux ouvertures dominicales. Alors que moi, je ne vais pas juger si on ouvre ou on n'ouvre pas. Là, c'est la réponse de la CFDT. Donc je trouve ça un peu fort de dire publiquement qu'on a concerté les syndicats, alors qu'il s'avère que là, rien que sur un syndicat, apparemment, ça n'a pas été fait. Et ça peut être fait par téléphone. Et après, il y a une lettre qui peut être... Non, mais ça n'a pas été fait par téléphone non plus, Marie-Noël. Je les ai eus, hein. Les ai eus. Donc, c'est quand même un syndicat important, et je trouve ça fort de dire qu'on les a consultés alors qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Moi je sais pas, je peux pas te dire, voilà, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'au vu des informations que j'avais, les unions départementales ont été consultées par écrit. Voilà, et que sur les réponses, il y a eu juste une union départementale. C'est laquelle qui a répondu? CGT qui a répondu qu'ils étaient favorables. Et là, moi j'ai la réponse qui a été envoyée de la CFDT. Je vous la lis, il y en a pour 2 secondes. Oui, mais la CFDT, elle l'a envoyée à l'hôtel de ville, du coup, c'est parti tout de suite derrière. Donc vous devez la voir. Et c'est marqué ouverture dominicale année 2019. Monsieur, en réponse à votre courrier concernant l'ouverture des commerces le dimanche, nous vous informons que notre syndicat des services CFDT CAP Auvergne est opposé à toute ouverture des commerces le dimanche. En effet, des ouvertures des commerces le dimanche signifie pour les salariés plusieurs semaines de travail sans repos et toutes les contraintes qui vont avec. Certaines de votre compréhension et de votre souci des conditions de travail et de vie des salariés du commerce, nous vous prions d'agréer, monsieur, nos sincères salutations distinguées, le secrétaire Guy Verdier. La position, enfin, si je crois comprendre, la position... c'est national, c'est unanime. Non, là, je vous parle du département. Oui, non, mais le positionnement de la CFDT sur l'ouverture des dimanches, c'est une opposition systématique. Voilà. Et là, la proposition, ils ne remettent pas en cause. Bon, eux, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ouverture du dimanche, ce qui est des choses que beaucoup d'entre nous peuvent partager, hein, ou pas. Voilà, mais on n'est pas obligé, ils ont été consultés, mais on n'est pas obligé de suivre leur avis. Là, ce que je peux t'en dire, j'en sais pas plus. Oui, moi, pardon, c'est juste quand je pose une question, qu'on me dit oui, on les a concertés, voilà. Oui, il y a un autre point, monsieur le maire, c'est que l'an dernier, nous avons eu exactement le même problème. Nous avons dû revoter 2 fois. C'est la même personne qui s'est occupée de ce dossier. La deuxième fois, elle fait exactement la même erreur que la première fois, et en plus, elle se permet de mentir au conseil municipal. Alors moi, je vais vous poser une question bien simple. Vous nous avez retiré les délégations parce que nous avons dit des vérités. Allez-vous retirer les délégations au premier adjoint pour avoir menti devant le conseil municipal? Non.
Le contraire m'aurait étonné, monsieur le maire, parce que la dernière fois, vous-même, vous avez menti au conseil municipal en répondant à Thierry Desglon. Il vous a posé une question sur notre groupe. Vous aviez dit à l'époque que vous n'aviez pas pris de décision. Les arrêtés avaient été signés le jour du conseil municipal. D'autres interventions? Moi aussi, hein. Oh. Il a été évoqué la création de clubs de foot qui avaient une approche communautaire. Alors, je sais que c'est compliqué, qu'il y a des difficultés, qu'il y a du racisme, mais je pense qu'une commune comme Thiers, une ville qui est supposée être de gauche, qui défend certains principes républicains, de laïcité, d'homme universel, devrait essayer non pas de favoriser ces clubs, mais de voir comment en commun on peut réussir à réunir ce qui aujourd'hui divise. Et c'est un peu la question que je vous pose. Comment se fait-il que la mairie non seulement n'ait pas essayé d'éviter cela, mais en plus ait favorisé cela? Enfin, bon, je vais pas revenir sur ce qui a été dit l'autre fois. On n'a rien favorisé, ni dans un sens, ni dans un autre. On se heurte à un problème technique, en termes de terrain. Il s'avère que, alors je dis ça de mémoire, hein, vous m'aiderez, il s'avère que l'an dernier, un club avait demandé l'usage des terrains, à qui on avait refusé, parce qu'il y avait un problème d'usage, hein, il y a des matchs, voilà, il y a l'entretien et tout. Cette année, le même club a redemandé, ainsi qu'un autre. Et après discussion, il y a eu un certain nombre de discussions avec les associations concernées. Le choix a été fait de donner une priorité au club qui avait l'année précédente sollicité l'usage d'un terrain. Et puis donc, comme les terrains, on les fabrique pas, hein, on essaye bien de voir s'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités en termes de foncier pour pouvoir répondre aux demandes, que ce soit au niveau du foot ou au niveau du rugby, parce qu'il y a une vraie demande. Et donc pour l'instant, on n'a pas de solution. C'est un problème foncier. C'est pas un problème de savoir que c'est telle association ou telle autre. Voilà, il n'y a pas de... C'est justement ce que moi je ne partage pas. Vous faites comme s'il n'y avait qu'un problème technique. C'est pas un problème technique. C'est aussi un problème de vision politique. Si la ville de Thiers ne montre pas qu'elle est décidée véritablement à unir l'ensemble de sa population, il y a certainement des problèmes pour qu'il y ait eu des créations de clubs de ce type. Moi, j'en disconviens pas. Ce que je reproche, c'est que la ville de Thiers reçoive ce problème d'une manière passive et non pas en essayant justement de résoudre un problème qui, si on continue comme ça, va nous exploser à la figure. Mais je sais pas. Imaginez que. Mais c'est faux. C'est pas ça le sujet. On essaye bien. Et il faut pas prendre à partir d'un cas particulier, remettre en cause toute une politique, en particulier en direction du milieu associatif ou de la mixité ou ainsi de suite. À partir de cet exemple-là, on essaye bien de trouver des solutions pour essayer de répondre à la population. Mais on se heurte à des solutions, à des problèmes techniques. C'est pas le fait de ne pas vouloir. C'est qu'à un moment donné, techniquement, au jour d'aujourd'hui, la solution n'existe pas. Ah, moi, ce que je veux dire quand même, c'est que quand on a eu la demande que tu rapportes, c'est une décision qui a été prise en bureau municipal, en BM. Alors peut-être que tu n'étais pas là, c'est possible. C'est une décision qui a été prise à la majorité. Donc on s'est plié à la majorité, ce qui est normal. De plus, ce club est fondé autant de nouveaux joueurs que de joueurs qui œuvraient au sein des SAT, en équipe 3 ou en équipe 4. Actuellement, si on leur a donné l'autorisation, si on les a acceptés sur les terrains, c'est parce que les SAT consultés ont laissé 1 heure d'entraînement à ce club. Dans ce club, tu retrouves des joueurs donc, qui viennent pour jouer dans ce club. Tu retrouves à l'entraînement
des joueurs des SAT. Celui qui entraîne, c'est un ancien joueur des SAT. Et je peux te dire que tu as certains joueurs de cette nouvelle association, ce nouveau club, qui s'entraînent même en dehors de leur entraînement commun avec les joueurs des SAT. Donc pour moi, tu as deux clubs. Ils posent peut-être beaucoup de problèmes à certains. Pour moi, ils ne m'en posent pas. Du moment que ça ne gêne pas le club en place et qu'ils sont d'accord pour laisser des entraînements s'entraîner avec et autres, je ne vois pas pourquoi nous, on refuserait un club qui veut se monter, quel que soit le club, quelle que soit la tendance ou autre. Moi, dans le sport, je n'ai jamais mêlé de politique et je ne mêlerai jamais à la politique. On est sportif ou on ne l'est pas. Point final. Une communauté. Non, ça me laisse un peu pantois. La décision du bureau municipal, quand je l'ai eue, je l'ai proposée. J'ai proposé que c'est un club, comment il s'appelle? Parce que là, le Nord, il y a Thiers Auvergne Football Club. Hein. Bon, c'est un club, si vous voulez, peut-être à majorité turque. Je ne le dis pas, hein. Mais il est ouvert à tout le monde. Vous avez des jeunes Turcs qui jouent. Vous avez des jeunes Maghrébins qui y sont. Vous avez des anciens joueurs des SAT qui tournent dans cette équipe. Donc je ne vois pas au nom de quoi on peut interdire un club qui tourne. Alors, la réponse me laisse un peu rêveuse. Enfin, le fait de dire qu'il n'y a pas de vision politique du sport, pour moi, n'a aucun sens. Enfin, moi, j'avais cru qu'on était dans une liste à l'époque de gauche, qu'on défendait un certain nombre de valeurs. Mais le sport, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, c'est une histoire de bien-être et de convivialité, de mixité, d'engagement et tout. Faut pas tout mélanger, Stéphane. Les élections, c'est pas encore maintenant, donc patientez. Pourquoi on autoriserait d'autres associations, que ce soit dans d'autres milieux, à être en double, en triple? Et pourquoi au niveau sportif, les associations ne pourraient pas avoir le droit de créer d'autres associations? Il n'y a pas que le SAT Football qui serait l'unique à Thiers. Pourquoi pas ouvrir à d'autres? Que ça soit en basket, que ça soit en d'autres. Si on a la capacité de le proposer, pourquoi ne pas le permettre? Puisque au SAT Football, le SAT n'a pas la capacité de laisser jouer tous les jeunes. Voilà, merci. Thierry. Non, mais je peux répondre quand même. Ah oui, non, on ne va pas passer toute la nuit sur le La réponse est bien simple. Je ne remets pas en cause la création des associations. De toute façon, la mairie n'a pas la possibilité d'interdire les associations. Ce que je dis, c'est qu'une association, ce n'est pas le problème qu'il y ait plusieurs associations qui me pose problème. C'est que ces associations sont créées sur des critères communautaires. Voilà ce qui me pose problème. Parce que... Oui, bien sûr. Mais je ne remets pas en cause le fait que ces associations... C'est le fait qu'on laisse petit à petit se créer d'un côté... Non, c'est exactement l'inverse. Ils n'ont pas le droit de jouer. Non, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il y a un problème et nous, on préfère fermer les yeux et dire... on ne regarde pas. Il n'y a pas de problème s'il y a des communautés les unes par rapport aux autres. Moi, ça me pose un problème. Voilà. Thierry, oui. Vas-y. Je voudrais... C'est sur un autre sujet, le sujet est clos. Oui, c'est un autre sujet, mais je suis un peu d'accord avec ce que dit Stéphane, tout en sachant... Non, il faut être vigilant, c'est tout. C'est vrai qu'on peut être ouvert, on peut dire on est ouvert à toutes, à tous, néanmoins il faut être vigilant. Alors je ne dis pas que c'est non plus le maire qui a tout le pouvoir pour régler ces questions-là, mais voilà, il faut quand même être vigilant. Moi, simplement, je terminerai là-dessus, c'est par rapport au marché de Noël, je voudrais faire part de ma grande tristesse
quand j'ai pu voir le dimanche midi, enfin au moment fort, je dirais, hein, du marché de Noël, ce spectacle, hein, je ne sais pas si c'est arrivé, ce spectacle là en plein milieu de grands passages au bout de la place, et également une vingtaine de panneaux d'affichage qui sont là et qui matraquent sur la ville de Thiers pour dire allez au marché de Noël de Clermont. Alors quand même, je veux dire, c'est quand même, ça me dépasse ça, parce que ça se gère des choses comme ça. Je veux dire que l'afficheur, je sais plus qui est la boîte, tout ça, il faut avoir des contacts un petit peu pour être vigilant et essayer de faire en sorte que, il faut pas venir faire un peu, je dirais presque de la provoque, hein, sur le territoire thiernois. Et dernier point, je l'ai pas mis, mais c'est Jacques Mar, le pauvre, il a à 10h20 là, depuis un certain temps. On me l'a fait remarquer sur le marché de Noël, et effectivement, je crois qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais répondre sur le Jacques Mar. Sur le Jacques Mar, le système est suffisamment complexe, il tombe en panne systématiquement. Dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid, dès que ceci, cela, on n'arrête pas. L'entreprise qui est chargée de son entretien n'arrête pas d'intervenir. Et à chaque fois, les pièces, il y a une pièce, je ne suis pas spécialiste de ça, informatique et tout, il faut la commander en Suisse, il n'y en a qu'un qui fabrique ça, en Suisse ou en Belgique, je ne sais pas où, mais je crois que c'est en Suisse, il n'y en a qu'un qui fabrique ça, on est ficelé sur, voilà, pour l'entretien. Donc nous sommes le premier à regretter que ce site ne fonctionne pas au mieux, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent le voir, faire des photos et ainsi de suite. Mais désolé, pour l'instant, les pannes consécutives, elles existent, hein, et je ne veux pas dire que c'est une erreur de conception, je ne veux pas dire que ceci, cela, mais c'est un fait. Et ça se produira encore parce que justement, ça craint l'humidité, ça tombe en panne, c'est de l'informatique, dès qu'il flotte, dès qu'il fait froid, et voilà. Bon. C'est très sensible. Et il faut avoir il faut avoir les pièces sur place pour répondre, pour pouvoir réparer, et ainsi de suite. Oui, sur le marché de Noël, moi je voudrais dire, c'est un marché qui devient de moins en moins attractif. L'absence de thème cette année, c'était vraiment... Alors je veux bien qu'il y ait des difficultés, il y a les gilets jaunes, il y a eu des tas de choses qui ont fait peut-être qu'on a eu moins d'affluence qu'avant. Je ne sais pas exactement d'ailleurs sur l'affluence, mais vraiment c'est un marché, on descend une marche chaque année, quoi. Et l'absence de thème, je trouve que c'est regrettable parce que ça donnait une unité, ça donnait un plus, un petit quelque chose. Si on avait enlevé là sur la place les stands des clubs services, hein, Rotary et Lyons, il restait plus grand-chose, hein. Écoutez, on n'a pas la même vision. Moi, j'y ai passé les 2 jours et demi, hein, sur le site. Il n'y a pas eu foule, on est bien d'accord. Il n'y a pas eu foule. Mais ce n'est pas spécifique au marché de Noël. Il y a eu une très grande qualité attendez, vous avez... Alors là... Je trouve que les produits de cette année, des exposants, étaient d'une très grande qualité. Alors effectivement, on a eu un peu de bol. Hein, alors peut-être pas vous au niveau du Rotary, peut-être pas le Lyons, mais on a eu un petit peu de bol, c'est que sur la journée, il n'y a pas plu. Pas trop. Les moments où il y a plu, c'est en soirée. Hein, c'est-à-dire, le vendredi soir, sur le coup des 19h, il s'est mis à pleuvoir. Le samedi, sur le coup des 17h30, il s'est mis à pleuvoir. Et le dimanche soir, pareil. Alors, effectivement, si je prends le cas du Rotary, par exemple, hein, ou le Lyons, c'est des moments où l'activité, j'allais dire, est la plus forte par rapport à la journée. Donc je peux comprendre, si j'ai bien compris, c'est le Rotary ou le Lyons qui a fait 700 € de moins de chiffre que... Non, mais je le dis, non, mais il faut pas non plus... Non, si, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et donc ce marché, cette année, il était d'une très grande qualité par les artisans et les gens qui étaient là. Il n'y a pas eu la foule qu'on peut trouver, mais faites les autres marchés de Noël, sortez, allez voir ailleurs comment ça se passe. Ça ne génère pas des foules énormes. Hein, on avait pu cette année... maîtriser un petit peu parce qu'il y avait d'autres marchés de Noël qui se déroulaient aux alentours, donc avec une commune on a pu s'entendre pour que ce marché de Noël ne se déroule pas en même temps, mais il n'y a que des dimanches ou des samedis sur le mois de décembre. Il y a beaucoup de communes maintenant qui organisent des marchés de Noël. Les gens, il y a le pouvoir d'achat qui fait que nous sommes dans une période assez difficile, assez compliquée depuis quelque temps. Les gens font peut-être plus attention à leur porte-monnaie,
et ainsi de suite, mais ça se ressent à tous les niveaux. Donc il ne faut pas critiquer systématiquement tout ce qui se passe sur la ville de Thiers, parce que ça veut dire que vous critiquez les commerçants qui se décarcassent quand même. L'association des commerçants, c'est une opération qui est montée en collaboration avec eux, qui se décarcassent toute l'année. Il y a un certain nombre de manifestations, comme les artistes et ainsi de suite, qui profitent aussi de ce moment pour mettre en avant les bannières, pour lancer. Donc il y a un certain nombre de choses de qualité, avec des gens de qualité, dans le cadre de ce marché de Noël. Donc pour vous, Claude, il y a peut-être moins de monde, moins de qualité, peut-être. Peut-être, mais on assume notre choix, Madame Bell. Donc cette année, c'était le choix de la magie de Noël, de revenir sur un marché de Noël traditionnel. Donc pour vous expliquer cette photo, je ne sais pas par qui elle a été prise, mais bon, c'était l'animation boule. Donc on a fait un écrit à ce prestataire pour lui signifier ça doit pas que... rester plus d'un quart d'heure, un truc comme ça. Les gens qui voient ça, Vous voulez qu'on fasse quoi, Monsieur Deglon? Il faut le dégager, ça, il faut l'enlever. On fait venir 4 mois et puis ça part dans un quart d'heure. Il l'a remis en place plus tard dans la journée, c'était dû au vent. C'est pas possible. Eh bien écoutez, il fallait prendre l'initiative de lui dire dans ce cas-là. De plus, par rapport à la qualité du marché de Noël, on travaille en collaboration avec l'ACT, qui font un très bon travail toute l'année. Et c'est eux qui font le choix. Non, je réponds à Madame Bell sur la présence des commerces qui n'étaient pas variés à son goût. Mais je trouve que cette année, il y avait plus de variété, justement. Et c'est un travail qu'ils font toute l'année. Et merci également aux associations qui interviennent bénévolement sur les 3 jours, et qui font de l'animation également, comme le Seven Country, qui danse tout le week-end, sous cette pluie, sous de conditions vraiment climatiques. Vraiment, il y avait de très belles animations. Peut-être que vous n'étiez pas là sur les 3 jours pour voir tout ça. Bien, si les interventions au niveau des élus, la dernière et après... Moi, c'est juste pour une correction. Tu as mis licence... Enfin, il faut modifier, c'est pas licence cinéma, c'est licence spectacle. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure? Non. Il faut corriger le document. Ah oui. C'est tout.